Une jeune femme avait accepté d'épouser un homme handicapé, mais le jour du mariage, quand il est sorti d'une camionnette blanche, elle a failli s'évanouir en entendant sa confession. Cliquez sur « S'abonner » pour découvrir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. Le soleil de l'après-midi baignait de sa lumière dorée les jardins du manoir Dupont, où Élodie, une jeune femme de 25 ans aux cheveux châtains et aux yeux couleur miel, marchait nerveusement. Sa robe de soie bleue ondulait doucement dans la brise, tandis que ses pensées tournaient autour de la décision qu'elle venait de prendre. Elle avait accepté d'épouser Alexandre Moreau, un homme qu'elle connaissait à peine et qui, selon ce qu'on lui avait dit, était confiné à un fauteuil roulant à cause d'un terrible accident. Élodie s'arrêta devant une fontaine en marbre et observa son reflet dans l'eau. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé il y a à peine 3 mois, lorsque son père, le célèbre neurochirurgien Dr Charles Dupont, lui avait présenté Alexandre lors d'un gala de bienfaisance de l'hôpital. « Élodie, je voudrais te présenter quelqu'un de très spécial », lui avait dit son père ce soir-là, en la guidant vers un homme à l'allure distinguée dans un fauteuil roulant. « Voici Alexandre Moreau, un brillant entrepreneur et philanthrope. » Alexandre, avec ses yeux verts perçants et son sourire charmeur, avait captivé Élodie dès le premier instant. Malgré son état physique, il irradiait une force et une détermination qui lui avaient recoupé le souffle. « C'est un plaisir de te rencontrer, Élodie, » avait dit Alexandre, prenant sa main et la baisant doucement. « Ton père m'a beaucoup parlé de toi. » Depuis ce jour, Alexandre était devenu une présence constante dans la vie d'Élodie. Il la courtisait avec des cadeaux, de longues conversations téléphoniques et des visites fréquentes au manoir Dupont. Élodie, émue par son histoire de dépassement de soi et attirée par son charisme, avait commencé à développer des sentiments pour lui. Maintenant, 3 mois plus tard, Élodie se trouvait fiancée à Alexandre. Le mariage était prévu dans 2 semaines. Et bien qu'une partie d'elle soit excitée, une autre ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de doute. « Es-tu sûre de toi, ma chérie ?» lui avait demandé sa mère, Béatrice, la veille. « Tu le connais à peine, et se marier avec quelqu'un dans son état ne sera pas facile. »« J'en suis sûre, maman », avait répondu Élodie avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait réellement. Alexandre est un homme merveilleux, et son handicap ne change rien à cela. Alors qu'Élodie était plongée dans ses pensées, elle entendit la voix de sa sœur cadette, Sophie, l'appeler depuis la maison. « Élodie, tu as un appel d'Alexandre ?» Le cœur battant, Élodie courut vers la maison. Chaque conversation avec Alexandre la faisait se sentir plus sûre de sa décision, dissipant momentanément ses doutes. Cependant, ce qu'elle ne savait pas, c'était que cet appel marquerait le début d'une série d'événements qui mettraient à l'épreuve son amour, sa loyauté et sa propre identité. En prenant le téléphone, Élodie ne pouvait imaginer que derrière la voix chaleureuse et aimante d'Alexandre se cachèrent des secrets qui menaceraient bientôt de détruire non seulement leur relation, mais aussi l'équilibre délicat de la famille Dupont. « Bonjour, mon amour, » dit Alexandre d'une voix douce. « Comment vas-tu ?»« Bien, un peu nerveuse à cause des préparatifs du mariage, » répondit Élodie, jouant avec une mèche de ses cheveux. « Ne t'inquiète de rien, ma chérie, tout sera parfait, » assura Alexandre. « J'ai une surprise pour toi le jour du mariage. Quelque chose qui changera nos vies pour toujours. » Élodie sentit un frisson parcourir son dos. Une surprise? Que cela pouvait-il être? L'excitation et la peur se mêlaient dans sa poitrine, tandis qu'elle disait au revoir à Alexandre. Élodie ne savait pas que cette surprise ne serait que le début d'un tourbillon d'émotions, de mensonges et de révélations qui mettraient à l'épreuve son amour et sa force comme jamais auparavant. Le jour du mariage se leva radieux, avec un ciel bleu dégagé et une douce brise qui faisait danser les fleurs du jardin de l'église. Élodie se trouvait dans une petite pièce annexe, entourée de ses demoiselles d'honneur et de sa mère, ce qui l'aidait avec les derniers détails de sa robe. « Tu es magnifique, ma fille », dit Béatrice, les larmes aux yeux, en ajustant le voile d'Élodie. Élodie se regarda dans le miroir. Sa robe blanche en dentelle épousait sa silhouette avec élégance, et ses cheveux étaient relevés en un chignon élaboré, orné de petites fleurs blanches. Malgré sa beauté extérieure, son intérieur était un tourbillon d'émotions. « Maman, crois-tu que je fais le bon choix ?» demanda Élodie.
sa voix à peine un murmure. Béatrice prit les mains de sa fille dans les siennes. L'amour véritable surmonte tous les obstacles, Élodie. Si tu aimes Alexandre, alors tu fais le bon choix. À ce moment-là, Sophie entra en courant dans la pièce, le visage pâle et le souffle court. « Élodie, tu dois voir ça, » dit-elle, pointant vers la fenêtre. Intriguée et un peu alarmée, Élodie s'approcha de la fenêtre. Ce qu'elle vit fit s'arrêter son cœur un instant. Une camionnette blanche S était arrêtée devant l'église et en descendait Alexandre, mais ce N n'était pas l'Alexandre qu'elle connaissait. Cet Alexandre N n'était pas en fauteuil roulant. Il se déplaçait avec grâce et agilité, ses jambes fonctionnant parfaitement tandis qu'il marchait vers l'entrée de l'église. Élodie sentit le monde tourner autour d'elle. Que se passait-il? Tout avait-il été un mensonge? Sans réfléchir, Élodie souleva sa robe et courut hors de la pièce, ignorant les cris de surprise de sa mère et des demoiselles d'honneur. Elle traversa les couloirs de l'église comme un tourbillon blanc jusqu'à atteindre l'entrée principale. Là se tenait Alexandre, debout, sans aucun signe de handicap, parlant avec le père d'Élodie. Quand il la vit, son visage pâlit. « Élodie, je peux t'expliquer » commença-t-il à dire, mais Élodie l'interrompit. « Expliquer quoi, Alexandre? Que tu m'as menti tout ce temps ?» Les larmes commençaient à se former dans ses yeux, un mélange de douleur et de fureur. Le docteur Dupont, visiblement confus, essaya d'intervenir. « Élodie, ma chérie, calme-toi. Je suis sûr qu'il y a une explication à tout cela. » Mais Élodie ne pouvait pas se calmer. Son monde s'écroulait devant ses yeux. « Pourquoi, Alexandre? Pourquoi faire semblant d'être handicapé ?» Alexandre, avec une expression de culpabilité et de honte sur le visage, prit une profonde respiration avant de parler. « Élodie, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas que les choses aillent si loin. La vérité est que je me suis rapproché de toi et de ta famille pour une raison spécifique. »« Quelle raison ?» demanda Élodie, sa voix tremblante. « Ta famille, les Dupont. Ils sont reconnus dans le monde de la médecine. J'avais besoin d'accéder à leurs connaissances et à leurs contacts pour... » Alexandre fit une pause, comme s'il lui coûtait de continuer, pour compléter ma guérison. Élodie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Tu m'as utilisé? Tu nous as tous utilisés ?»« Au début, oui, » admit Alexandre, sa voix chargée de remords. « Mais Élodie, avec le temps, mes sentiments pour toi sont devenus réels. Je t'aime vraiment. » Élodie recula, s'éloignant de lui. « Je ne peux croire rien de ce que tu dis. Tout n'a été qu'un mensonge. » À ce moment-là, les invités commencèrent à arriver, regardant avec confusion la scène qui se déroulait à l'entrée de l'église. Élodie, consciente des yeux qui les observaient, se tourna vers son père. « Annule tout, » dit-elle d'une voix ferme. « Il n'y aura pas de mariage. » Sans attendre de réponse, Élodie fit demi-tour et courut à l'intérieur de l'église, laissant Alexandre l'appeler désespérément et les invités murmurer, surpris. Tandis qu'elle courait, Élodie ne pouvait s'empêcher de penser à comment elle en était arrivée là. Comment n'avait-elle pas vu la vérité? Avait-elle été si aveuglée parce qu'elle croyait être de l'amour? Ce qu'Élodie ne savait pas, c'était que cette révélation N était que le début. Les secrets d'Alexandre allaient bien au-delà de son faux handicap, et les dévoiler l'emmènerait sur un chemin de découverte qui changerait sa vie et celle de sa famille pour toujours. Dans la solitude de la pièce où elle s'était préparée pour ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie, Élodie s'effondra, ses larmes tachant l'immaculée robe blanche. Alors que le chaos se déchaînait dehors, elle faisait face à une douloureuse vérité. L'homme qu'elle croyait aimer était un inconnu, et son avenir, autrefois si clair, était maintenant un mystère incertain. Les jours qui suivirent le mariage raté furent un tourbillon d'émotions pour Élodie. Elle s'enferma dans sa chambre, refusant de voir qui que ce soit, y compris sa famille. La douleur et la trahison qu'elle ressentait étaient trop intenses pour y faire face. Pendant ce temps, la nouvelle de la tromperie d'Alexandre S. était répandue comme une traînée de poudre dans toute la ville. Les Dupont, une famille respectée dans la communauté médicale, se retrouvèrent au centre d'un scandale qui menaçait de ternir leur réputation. Une semaine après l'incident, Élodie sortit finalement de sa chambre. Elle se sentait épuisée, mais déterminée à trouver des réponses. Elle descendit les escaliers et trouva son père dans son bureau,
entourée de papiers et avec une expression d'inquiétude sur le visage. « Papa, j'ai besoin de connaître la vérité, » dit Élodie, sa voix rauque à cause des pleurs et du silence des derniers jours. Que se passe-t-il réellement? Le docteur Dupont leva les yeux, surpris de voir sa fille. Il soupira profondément avant de parler. « Élodie, assieds-toi. Il y a beaucoup de choses que je dois te dire. » Élodie s'assit en face de son père, se préparant à ce qui allait suivre. « Alexandre n'a pas menti seulement sur son état physique, » commença le docteur Dupont. « Son intérêt pour notre famille va au-delà des contacts médicaux. Il y a des années, j'ai été impliqué dans un projet de recherche révolutionnaire, un traitement qui pourrait guérir des lésions de la moelle épinière considérées comme irréversibles. » Élodie écoutait attentivement, son esprit essayant de traiter l'information. « Le projet a été un succès, Élodie. Nous avons réussi à développer un traitement qui pouvait régénérer le tissu nerveux endommagé. Mais le docteur... » Dupont fit une pause, comme s'il lui était difficile de continuer. « Il y a eu des complications, des effets secondaires que nous n'avions pas prévus. »« Quel genre d'effets secondaires ?» demanda Élodie, sentant un nœud dans l'estomac. « Certains patients ont développé des capacités inhabituelles, une force accrue, des réflexes améliorés, des capacités cognitives augmentées. Le gouvernement s'est intéressé au projet pour son potentiel militaire. » Élodie eut le souffle coupé. « Et Alexandre? Il faisait partie de ce projet ?» Son père hocha lentement la tête. « Alexandre a été l'un de nos premiers patients qui a réussi. Sa lésion de la moelle épinière a été complètement guérie, mais il a aussi développé certaines de ses capacités améliorées. Quand le gouvernement a voulu prendre le contrôle du projet, j'ai décidé de tout cacher. J'ai détruit la recherche et j'ai juré de ne plus jamais en parler. Mais Alexandre le savait, » conclut Élodie, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. « Oui, il en voulait plus. Il voulait que nous poursuivions la recherche, que nous perfectionnions le traitement. Il est devenu obsédé par l'idée de créer une race de surhommes. Quand j'ai refusé, il a décidé de se rapprocher de toi, espérant qu'à travers toi, il pourrait me convaincre de reprendre le projet. » Élodie se leva de sa chaise, submergée par cette révélation. « Tout ce temps, tu savais qu'Alexandre mentait ?» Le docteur Dupont baissa les yeux, honteux. « Pas au début. Mais quand je l'ai découvert, il était déjà trop tard. Je craignais que si je te le disais, cela mette toute la famille en danger. » À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Sophie entra en courant, le visage pâle et les yeux remplis de peur. « Papa, Élodie, vous devez voir ça !» dit-elle en allumant la télévision du bureau. Sur l'écran apparut le visage d'Alexandre donnant une conférence de presse. Sa voix résonna dans la pièce, et c'est pourquoi j'annonce aujourd'hui la création de Moro Biotech, une entreprise dédiée à révolutionner la médecine régénérative. Avec l'aide des brillants médecins de la famille Dupont, nous sommes sur le point de changer le monde tel que nous le connaissons. Élodie, son père et Sophie se regardèrent, horrifiés. Alexandre n'avait pas seulement exposé le secret du docteur Dupont, il avait également impliqué publiquement la famille Dupont dans son nouveau projet. « C'est un désastre », murmura le docteur Dupont, se laissant tomber dans son fauteuil. Élodie, cependant, sentit une détermination grandir en elle. « Non, papa, c'est la guerre. Alexandre ne peut pas s'en tirer comme ça. Mais que pouvons-nous faire ?» demanda Sophie, sa voix tremblante. Élodie regarda son père et sa sœur. « Nous allons nous battre. Nous allons exposer la vérité sur Alexandre et arrêter ses plans avant qu'il ne soit trop tard. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités pour la famille Dupont. Élodie, surmontant sa douleur initiale, se plongea dans la recherche, déterminée à découvrir tout ce qu'elle pouvait sur les plans d'Alexandre et sa nouvelle entreprise, Moro Biotech. Pendant ce temps, le docteur Dupont faisait face à une pression croissante de la communauté médicale et des médias. Tous voulaient en savoir plus sur sa prétendue participation au traitement révolutionnaire qu'Alexandre avait annoncé. Un après-midi, alors que Élodie examinait des documents dans le bureau de son père, Sophie fit irruption dans la pièce, agitée et essoufflée. « Élodie, tu dois voir ça », dit-elle en lui tendant une tablette. « Je viens de pirater les serveurs de Moro Biotech. Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. » Élodie prit la tablette et commença à lire. Ses yeux écarquillèrent à mesure qu'elle absorbait l'information. « C'est incroyable.
Alexandre ne prévoit pas seulement de commercialiser le traitement, il expérimente aussi des moyens d'amplifier les effets secondaires. Il essaie de créer de véritables surhumains. Et ce n'est pas tout, ajouta Sophie. Il y a une liste de possibles, sujets de test. Élodie, ton nom est sur cette liste. Le cœur des Élodie fit un bond. L'idée qu'Alexandre prévoyait d'expérimenter sur elle la remplit d'un mélange de peur et de fureur. Nous devons l'arrêter, dit-elle avec détermination, et je sais exactement comment faire. Cette nuit-là, Élodie se prépara à affronter Alexandre. Elle s'habilla soigneusement, choisissant une élégante robe noire qui mettait en valeur sa silhouette. Si elle devait entrer dans l'antre du lion, elle le ferait avec style. « Tu es sûr de toi ?» demanda son père, inquiet, tandis qu'Élodie se dirigeait vers la porte. « C'est la seule façon, papa, » répondit Élodie. Alexandre ne s'attend pas à ce que je prenne l'initiative. Cela nous donne un avantage. Avec un dernier câlin à sa famille, Élodie quitta le manoir Dupont et se dirigea vers les bureaux de Moreau Biotech. Le bâtiment de verre et d'acier S élevait, imposant, au centre de la ville, témoignage du pouvoir et de l'ambition d'Alexandre. Élodie entra dans le hall, ignorant les regards curieux des employés qui travaillaient encore à cette heure tardive. Elle se dirigea directement vers l'ascenseur et appuya sur le bouton du dernier étage, où elle savait que se trouverait le bureau d'Alexandre. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Élodie se retrouva face à face avec l'homme qui avait brisé son cœur et menaçait de détruire sa famille. Alexandre la regarda avec un mélange de surprise et de ce qui semblait être du désir. « Élodie, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Il faut qu'on parle, Alexandre, » dit Élodie, sa voix ferme et décidée. « Maintenant. » Alexandre hocha lentement la tête et la guida vers son bureau. Une fois à l'intérieur, Élodie ne perdit pas de temps. « Je sais ce que tu prévois, Alexandre. Les expériences, les sujets de test, tout. » Alexandre ne sembla pas surpris. Au contraire, un sourire se dessina sur son visage. « Je savais que tu finirais par le découvrir, Élodie. Tu es brillante. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de toi. »« N'ose même pas parler d'amour, » cracha Élodie. « Tout ce que tu m'as dit était un mensonge. »« Pas tout, » répondit Alexandre en s'approchant d'elle. « Mes sentiments pour toi sont réels, Élodie. Ils l'ont toujours été. » Élodie recula, maintenant la distance entre eux. « Alors pourquoi suis-je sur ta liste de sujets de test ?» L'expression d'Alexandre changea, devenant plus sérieuse. « Parce que tu es parfaite, Élodie. Ton intelligence, ta force. Avec le traitement, tu pourrais être extraordinaire. Nous pourrions changer le monde ensemble. À quel prix, Alexandre? En transformant les gens en tes cobayes? En jouant à être Dieu ?» Alexandre secoua la tête. « Tu ne comprends pas. C'est de l'évolution, Élodie. C'est la prochaine étape pour l'humanité. »« C'est de la folie, » répondit Élodie, « et je vais t'arrêter. » Alexandre la fixa du regard, son expression devenant froide. « Et comment comptes-tu faire ça, ma chère ?» À ce moment-là, Élodie sortit son téléphone et appuya sur un bouton. En direct sur toutes les chaînes d'information, « Alexandre, ta confession vient d'être entendue par tout le pays. » Le visage d'Alexandre pâlit. « Tu n'oserais pas... »« Je l'ai déjà fait, » dit Élodie, sa voix pleine de détermination. « C'est fini, Alexandre. Tes plans, tes expériences, tout. » Mais avant que Élodie ne puisse réagir, Alexandre se déplaça avec une vitesse inhumaine, lui arrachant le téléphone et le brisant en morceaux. « Je suis désolé, Élodie, » dit-il, sa voix froide et calculatrice. « Je ne peux pas te laisser ruiner tout ce pour quoi j'ai travaillé. » Soudain, Élodie réalisa qu'elle était en grand danger. Alexandre N n'était pas seulement un menteur et un manipulateur. C était un homme amélioré par la science, capable de choses qu'elle ne pouvait imaginer. Alors qu'Alexandre s'approchait de manière menaçante, Élodie comprit que son plan avait échoué. Elle était maintenant piégée dans le bureau avec un homme qui n'avait plus rien à perdre. Ce que Élodie ne savait pas, c'était que sa famille, inquiète pour sa sécurité, avait pris des précautions supplémentaires. À ce moment précis, Sophie était dans sa chambre, ses doigts volant sur le clavier, tandis qu'elle piratait les systèmes de sécurité de Moreau Biotech. Et dans les rues de la ville, des sirènes commençaient à retentir, se dirigeant vers le bâtiment de verre et d'acier qui s'élevait au centre de la ville.
La nuit était loin d'être terminée, et le destin d'Élodie, d'Alexandre et de l'avenir de l'humanité était en jeu. Le cœur d'Élodie battait fort tandis qu'elle reculait, cherchant désespérément une issue. Alexandre avançait vers elle avec un sourire froid, ses mouvements fluides et précis, preuve des améliorations que le traitement avait apportées à son corps. « Élodie, Élodie », dit Alexandre, secouant la tête avec une fausse déception. « Toujours si courageuse, si déterminée. C'est une des choses que j'aime chez toi, mais cette fois, tu es allée trop loin. » Élodie regarda autour d'elle, cherchant quelque chose qu'elle pourrait utiliser comme arme. Ses yeux se posèrent sur un lourd presse-papiers en cristal sur le bureau d'Alexandre. « Tu n'es pas obligé de faire ça, Alexandre, » dit Élodie, essayant de gagner du temps. « Tu peux encore faire ce qui est juste, arrêter les expériences, remettre la recherche aux autorités. » Alexandre éclata de rire. « Ce qui est juste, Élodie, ma chère, cela va au-delà du bien et du mal. Nous parlons de l'avenir de l'humanité. Et toi et moi pouvons faire partie de cet avenir. » À ce moment-là, les lumières du bureau clignotèrent et s'éteignirent complètement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Élodie profita de cette distraction pour se jeter vers le bureau et saisir le presse-papier. « Que diable !» grogna Alexandre, momentanément désorienté. Les lumières de secours s'allumèrent, baignant la pièce d'une faible lueur rouge. Élodie vit sa chance, et de toutes ses forces, lança le presse-papier vers Alexandre. Malgré ses réflexes améliorés, Alexandre ne put pas complètement esquiver l'objet. Le presse-papier le frappa à l'épaule, le faisant trébucher. Élodie ne perdit pas de temps. Elle courut vers la porte, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, elle sentit la main d'Alexandre saisir son bras. « Tu ne vas nulle part !» grogna-t-il, sa voix chargée de fureur. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit violemment. Sur le seuil se tenait Sophie, tenant ce qui semblait être une arme improvisée. « Lâche ma sœur, espèce d'imbécile !» cria Sophie, pointant le dispositif vers Alexandre. Avant qu'Alexandre ne puisse réagir, Sophie appuya sur la gâchette. Une décharge électrique frappa Alexandre, le faisant lâcher Élodie et tomber au sol, convulsant. « Sophie !» s'exclama Élodie, courant vers sa sœur. « Comment ?»« Pas le temps d'expliquer » interrompit Sophie, saisissant la main de Élodie. « Nous devons sortir d'ici, maintenant. » Les deux sœurs coururent vers l'ascenseur, mais s'arrêtèrent net en voyant qu'il était hors service. « Les escaliers » dit Élodie, tirant Sophie vers la sortie de secours. Tandis qu'elle descendait les escaliers à toute vitesse, Sophie expliqua entre deux halètements. « J'ai piraté les systèmes de sécurité, j'ai désactivé les caméras et bloqué les communications, mais ça ne durera pas longtemps. » Quand elles arrivèrent dans le hall, elles se trouvèrent face à une scène chaotique. Les employés couraient dans tous les sens, confus à cause de la panne de courant et des alarmes qui sonnaient maintenant dans tout le bâtiment. Élodie et Sophie se mêlèrent à la foule, se dirigeant vers la sortie. Mais juste au moment où elles étaient sur le point de franchir les portes principales, Élodie sentit quelqu'un lui saisir le bras. Elle se retourna, s'attendant à voir Alexandre, mais se retrouva face à face avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Ses yeux avaient un éclat surnaturel, et sa poigne était inhumainement forte. « Mademoiselle reste ici », dit l'homme d'une voix monotone. Élodie comprit avec horreur que cet homme devait être un autre des sujets de test d'Alexandre. Avant qu'elle ne puisse réagir, Sophie intervint, frappant l'homme avec son arme improvisée. L'impact sembla étourdir l'homme suffisamment longtemps pour que Élodie puisse se libérer. Les sœurs coururent vers la rue, où une voiture les attendait, moteur en marche. Au volant se trouvait leur mère, Béatrice, avec une expression de détermination sur le visage. « Vite, montez !» Élodie et Sophie se jetèrent sur le siège arrière et Béatrice appuya sur l'accélérateur avant même qu'elle n'ait fermé les portières. Alors que la voiture s'éloignait à toute vitesse du bâtiment de Moreau Biotech, Élodie regarda par la vitre arrière. Elle vit Alexandre sortir du bâtiment, son visage déformé par la fureur, tandis qu'il les regardait échapper. « Vous allez bien ?» demanda Béatrice, regardant ses filles dans le rétroviseur. « Oui, maman », répondit Élodie, encore haletante à cause de l'adrénaline. « Merci d'être venue nous chercher. »« Votre père est au commissariat en ce moment », expliqua Béatrice. « Il est en train de remettre toutes les informations sur le projet et les activités illégales d'Alexandre. » Élodie hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle savait que ce haine n'était que le début.
Alexandre n'abandonnerait pas facilement et la bataille qui les attendait serait longue et difficile. Tandis que la voiture se perdait dans la nuit, Élodie regarda sa sœur et sa mère. Malgré le danger et l'incertitude, elle se sentit reconnaissante d'avoir sa famille à ses côtés. Ensemble, ils affronteraient ce qui allait venir. Ce que Élodie ne savait pas, c'est qu'Alexandre avait plus de ressources et d'alliés qu'elle ne l'imaginait. Et tandis qu'elle fuyait, il planifiait déjà son prochain coup. La véritable bataille ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent, la fuite d'Élodie furent un tourbillon d'activités. La famille Dupont se vit contrainte d'entrer dans une sorte de programme de protection des témoins improvisés, se déplaçant d'un endroit sûr à un autre pendant que l'enquête sur Moreau Biotech se déroulait. Élodie passait ses journées à aider son père à rassembler toutes les informations possibles sur le projet original et les expériences d'Alexandre. La nuit, elle restait éveillée, tourmentée par des cauchemars dans lesquels Alexandre la poursuivait avec ses capacités surhumaines. Un après-midi, alors qu'ils examinaient des documents dans leur refuge temporaire, Sophie fit une découverte surprenante. « Élodie, regarde ça », dit-elle, pointant l'écran de son ordinateur portable. « J'ai suivi les mouvements financiers de Moreau Biotech et il y a quelque chose d'étrange. De grandes sommes d'argent sont transférées vers un compte aux îles Caïmans. » Élodie se pencha pour regarder de plus près. « Tu penses qu'Alexandre essaie de s'échapper » Sophie secoua la tête. « Je ne crois pas. Regarde la date de ces transferts. Ils ont lieu régulièrement depuis des mois, même avant qu'Alexandre ne te rencontre. » « Alors, qu'est-ce que ça signifie » demanda Élodie, sentant qu'ils étaient au bord de quelque chose d'important. À ce moment-là, le docteur Dupont entra dans la pièce, le visage pâle et tendu. « Les filles, il faut qu'on parle. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Élodie et Sophie échangèrent des regards inquiets avant de se tourner vers leur père. « Que se passe-t-il, papa » demanda Élodie, sentant un nœud dans l'estomac. Le docteur Dupont s'assit lourdement sur une chaise, passant une main dans ses cheveux gris. « J'ai fait des recherches plus approfondies sur le projet original et j'ai découvert quelque chose de troublant. » Il fit une pause, comme s'il avait du mal à trouver les mots justes. Le projet n'était pas seulement le mien. Il y avait un autre scientifique impliqué, quelqu'un qui a préféré rester dans l'ombre. « Qui » demanda Sophie, se penchant en avant avec intérêt. « Car son nom est Dr Jacques Moreau », répondit le docteur Dupont, sa voix à peine plus qu'un murmure. « C'est le père d'Alexandre. » Élodie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Le père d'Alexandre, mais il n'a jamais mentionné... » « Parce qu'il était censé être mort, » interrompit le docteur Dupont. « Ou du moins, c'est ce que nous croyions tous. Jacques a disparu il y a des années, peu après que nous ayons découvert les effets secondaires du traitement. J'ai pensé qu'il avait pris peur et s'était enfui, ou pire. »« Mais ce N n'était pas le cas, n'est-ce pas ?» dit Élodie, commençant à assembler les pièces du puzzle. « Il a travaillé en secret tout ce temps. » Son père hocha sombrement la tête. « Et je pense qu'il a financé Alexandre depuis l'ombre. Ces transferts que tu as trouvés, Sophie, viennent probablement de lui. »« Donc, Alexandre n'agit pas seul ?» demanda Sophie, ses yeux écarquillant de compréhension. Tout ce temps, il a suivi les plans de son père. « C'est possible, » dit le docteur Dupont. Jacques a toujours été ambitieux. Il voyait le projet comme plus qu'une simple cure médicale. Il voyait le potentiel de créer une nouvelle race d'humains améliorée. Élodie se leva de sa chaise, marchant de long en large tandis qu'elle assimilait ces nouvelles informations. Ça change tout. Si Alexandre a le soutien de son père, ses ressources doivent être bien plus importantes que ce que nous pensions. Et ses plans sont probablement plus grands que ce que nous imaginions, ajouta Sophie. Soudain, le téléphone d'Élodie sonna, les faisant tous sursauter. Le numéro était inconnu. Les mains tremblantes, Élodie décrocha et mit le téléphone sur haut-parleur. « Élodie !» La voix d'Alexandre résonna claire et forte. « Nous devons parler. »« Je n'ai rien à te dire, Alexandre, » répondit Élodie, sa voix chargée de colère. « Crois-moi, tu voudras entendre ce que j'ai à dire, » dit Alexandre, son ton étonnamment sérieux. « C'est à propos de mon père et du tien. » Élodie regarda son père, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Je t'écoute, » dit-elle finalement. «
Pas au téléphone, répondit Alexandre. Rendez-vous dans 1 heure à l'ancien laboratoire abandonné en périphérie de la ville. Viens seul. Avant qu'Élodie ne puisse répondre, Alexandre raccrocha. Tu ne peux pas y aller, dit immédiatement Sophie. C'est évidemment un piège. Élodie regarda son père, cherchant conseil. Le docteur Dupont semblait livrer une bataille intérieure. Papa, que dois-je faire? Demanda Élodie. Le docteur Dupont leva les yeux. Son regard rempli d'un mélange de peur et de détermination. Tu dois y aller, Élodie, mais tu n'iras pas seule. Que veux-tu dire? Demanda Sophie. Il y a autre chose que vous devez savoir, dit le docteur Dupont, se levant. Quelque chose que je garde secret depuis des années, espérant ne jamais avoir à le révéler. Élodie et Sophie regardèrent leur père avec un mélange de confusion et d'anticipation. Le traitement, commença le docteur Dupont, sa voix tremblant légèrement, nous ne l'avons pas seulement testé sur des patients volontaires. Je l'ai testé sur moi-même. Les sœurs haletèrent de surprise. Papa, que dis-tu? Demanda Élodie, son esprit tournoyant face aux implications. Je dis, répondit le docteur Dupont, se redressant avec une nouvelle détermination dans sa posture, que je ne te laisserai pas affronter Alexandre seul, parce que moi aussi, j'ai quelques capacités spéciales. Le silence qui suivit cette révélation était assourdissant. Élodie et Sophie regardèrent leur père comme si elles le voyaient pour la première fois. Tout ce qu'elles croyaient savoir sur leur famille, sur leur passé, changeait rapidement. Alors, dit finalement Élodie, sa voix à peine plus qu'un murmure, que faisons-nous maintenant? Le docteur Dupont regarda ses filles, ses yeux brillants d'un mélange d'amour et de détermination. Maintenant, nous nous préparons pour la bataille, parce que je suis sûr qu'Alexandre et son père ne s'arrêteront devant rien pour atteindre leurs objectifs. Et nous sommes la seule ligne de défense entre eux et un avenir que je n'ose pas imaginer. Tandis que la famille Dupont commençait à planifier leurs prochains mouvements, quelque part dans la ville, Alexandre Moreau souriait en raccrochant le téléphone. Son père, le docteur Jacques Moreau, le regardait avec approbation. « Bien joué. Mon fils, dit Jacques. Bientôt, très bientôt, notre rêve deviendra réalité. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que cette confrontation allait changer le cours de leur vie d'une manière qu'aucun ne pouvait prévoir. La nuit était tombée sur la ville lorsque Élodie et son père se dirigeaient vers le lieu de rendez-vous. Le vieux laboratoire abandonné se dressait comme une ombre menaçante dans l'obscurité, ses fenêtres brisées reflétant la lumière de la lune. « Tu es sûr de toi, Élodie ?» demanda le docteur Dupont en garant la voiture à une distance prudente du bâtiment. Élodie hocha la tête, son visage un masque de détermination. « Nous devons en finir une fois pour toutes, papa. » Ils sortirent de la voiture et s'approchèrent prudemment du bâtiment. Élodie ne put s'empêcher de remarquer comment son père se déplaçait avec une agilité inhabituelle pour un homme de son âge. Les révélations des dernières heures résonnaient encore dans son esprit. Juste au moment où il s'apprêtait à entrer, le docteur Dupont posa une main sur l'épaule d'Élodie. « Quoi qu'il arrive là-dedans, rappelle-toi que je t'aime, ma fille, et que tout ce que j'ai fait, c'est été pour te protéger, toi et ta sœur. » Élodie sentit un nœud dans sa gorge. « Je sais, papa, et nous t'aimons aussi. » Avec un dernier échange de regards, ils entrèrent dans le bâtiment. L'intérieur était plongé dans la pénombre. Seuls quelques rayons de lune filtraient à travers les fenêtres brisées. Ailes, échos de leurs pas résonnaient sur les murs nus. Soudain, une voix familière brisa le silence. « Bienvenue, famille Dupont. » Alexandre émergea des ombres, sa silhouette grande et élégante contrastant avec la décrépitude du lieu. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, un homme plus âgé avec une ressemblance frappante avec Alexandre les regardait avec un sourire énigmatique. « Docteur Jacques Moreau, je présume, » dit le docteur Dupont, sa voix tendue. « Charles, mon vieil ami, » répondit Jacques, son ton cordial, mais avec une pointe de froideur. « Cela fait longtemps. » Élodie regardait d'un côté à l'autre, essayant de comprendre la situation. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi nous avez-vous amenés dans cet endroit ?» Alexandre fit un pas en avant, ses yeux fixés sur Élodie, « Parce qu'il est temps que vous connaissiez la vérité. Toute la vérité. » « Et quelle est cette vérité, Alexandre ?» demanda Élodie, croisant les bras. « Que tu nous as menti depuis le début? Que tout faisait partie d'un plan élaboré par toi et ton père ?» Alexandre secoua la tête. «
Non, Élodie. La vérité est beaucoup plus complexe que ça. Jacques Moreau prit la parole. Voyez-vous, le projet sur lequel Charles et moi avons travaillé n'était pas un accident. Nous ne cherchions pas un remède pour les lésions de la moelle épinière. Était juste une couverture. Le docteur Dupont pâlit. Jacques, non. Il est temps qu'il sache, Charles, interrompit Jacques. Depuis le début, notre objectif était de créer une nouvelle race d'humains améliorés. Des êtres capables de mener l'humanité au prochain niveau d'évolution. Élodie sentit le monde tourner autour d'elle. Que dites-vous? Ce que mon père veut dire, intervint Alexandre, c'est que toi, Élodie, tu fais partie de cette expérience, tout comme moi. Le silence qui suivit était assourdissant. Élodie regarda son père, cherchant un démenti, mais ne trouva que de la culpabilité et du regret dans ses yeux. « Papa » murmura Élodie, sa voix tremblante. Le docteur Dupont ferma les yeux un moment, comme s'il rassemblait ses forces. « Je suis désolé, Élodie. Je ne voulais jamais que tu le saches. Quand j'ai découvert ce que Jacques prévoyait de faire, j'ai essayé de l'arrêter. Mais, à ce moment-là, était déjà trop tard. Trop tard pourquoi? Demanda Élodie, bien qu'une partie d'elle redoutait déjà la réponse. Pour inverser les changements dans ton ADN, répondit Jacques, sa voix chargée d'une fierté perverse. Toi et Alexandre êtes les premiers d'une nouvelle génération, Élodie. Des surhumains avec des capacités au-delà de ce que tu peux imaginer. Élodie eut l'impression de manquer d'air. Tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, sur sa vie, s'effondrait. « Non, dit-elle finalement, sa voix retrouvant de la force. « Je n'accepte pas ça. Je ne fais pas partie de votre expérience tordue. » Alexandre s'approcha d'elle, tendant une main. « Élodie, réfléchis-y. Avec nos capacités, nous pourrions faire des choses incroyables, changer le monde pour le mieux. » Élodie recula. « Pour le mieux? Tu crois que créer une race de surhumains rendra le monde meilleur? Cela ne mènera qu'à plus de divisions, plus de conflits. Tu es comme ton père, cracha Jacques, son visage se tordant en une grimace de mépris, incapable de voir le tableau d'ensemble. Le docteur Dupont fit un pas en avant, se plaçant entre Élodie et les Moreau. « Non, Jacques, nous sommes capables de voir exactement ce qui se passerait si ton plan réussissait, et nous ne le permettrons pas. » Alexandre sourit, un sourire froid et calculateur qui fit frissonner Élodie. « Et comment comptez-vous nous arrêter ?» À ce moment-là, les lumières du laboratoire s'allumèrent brusquement, les aveuglant momentanément. Quand Élodie put voir à nouveau, elle se retrouva entourée d'hommes armés. « Qu'est-ce que c'est ?» grogna Jacques, regardant autour de lui avec fureur. La voix de Sophie résonna à travers les haut-parleurs du bâtiment. « Ceci, docteur Moreau, est ce qui arrive quand vous sous-estimez une hackeuse adolescente. La police est en route. » Élodie ne put s'empêcher de sourire. Sa petite sœur avait toujours eu un coup d'avance. Alexandre, cependant, ne semblait pas prêt à abandonner. Avec une vitesse surhumaine, il se jeta sur Élodie. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, le docteur Dupont s'interposa, bloquant l'attaque avec une force que Élodie n'avait jamais vue chez son père. « C'est fini, Alexandre, » dit le docteur Dupont, sa voix chargée d'une autorité que Élodie n'avait jamais entendue auparavant. « Il est temps que tu fasses face aux conséquences de tes actes. » Tandis que les sirènes de police se rapprochaient, Élodie regarda autour d'elle, son père, affrontant Alexandre avec des capacités dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Jacques Moreau, le brillant scientifique devenu vilain, entouré de gardes armés. Et elle-même, debout au milieu de tout ça, essayant de comprendre la vérité sur sa propre nature. À ce moment, Élodie comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais en regardant son père, qui avait tout risqué pour la protéger, et en pensant à Sophie, dont l'intelligence et la loyauté avaient sauvé la situation, elle sut qu'elle n'était pas seule. Quoi que l'avenir lui réserve, elle l'affronterait avec sa famille à ses côtés. Et peut-être, juste peut-être, trouverait-elle un moyen d'utiliser ses capacités nouvellement découvertes pour rendre le monde meilleur, non pas par la force ou la manipulation, mais par l'amour et la compassion. Alors que les lumières des voitures de police illuminèrent le bâtiment, Élodie prit une décision. Ce N n'était pas la fin de son histoire. Était seulement le début d'un nouveau chapitre. Les mois qui suivirent la confrontation dramatique dans le laboratoire abandonné furent un tourbillon d'événements pour Élodie et sa famille. L'arrestation de Jacques Moreau et d'Alexandre
avait déclenché une enquête à grande échelle sur Morrow Biotech et ses activités illégales. Élodie se retrouva au centre d'un ouragan médiatique. Son histoire, celle d'une jeune femme apparemment normale qui découvre qu'elle fait partie d'une expérience génétique, captiva l'imagination du public. Il y eut des jours où elle pouvait à peine sortir de chez elle sans être assaillie par des journalistes et des curieux. Mais le plus difficile fut de faire face à la vérité sur elle-même. Élodie passa des semaines à subir des tests médicaux et psychologiques, essayant de comprendre l'étendue de ses capacités améliorées. Elle découvrit qu'elle avait une force et une endurance supérieures à la moyenne, une capacité de guérison accélérée et des réflexes extraordinairement aigus. Mais au-delà des capacités physiques, Élodie réalisa que son esprit avait également été modifié, la dotant d'une intuition et d'une capacité d'apprentissage exceptionnelle. Pendant ce temps, le docteur Dupont travaillait sans relâche avec les autorités, aidant à démanteler le réseau de Morrow Biotech et à identifier d'autres sujets de tests potentiels qui pourraient avoir besoin d'aide. Sophie, quant à elle, devint une sorte de célébrité dans le monde de la cybersécurité, recevant des offres d'emploi de plusieurs agences gouvernementales. Un après-midi, 6 mois après l'incident, Élodie se trouvait dans le jardin du manoir Dupont, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Sa mère, Béatrice, s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Comment vas-tu, ma chérie ?» demanda Béatrice, prenant la main de sa fille. Élodie soupira. « Honnêtement, maman, je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Que l'Élodie que j'y étais avant n'existe plus. » Béatrice serra doucement la main de sa fille. « Tu es toujours la même Élodie, ma chérie. Tes expériences t'ont changé, oui, mais au fond, tu restes la même fille courageuse et compatissante que nous avons élevée. Mais comment puis-je aller de l'avant en sachant ce que je suis, ce que je peux faire ?» demanda Élodie, sa voix tremblant légèrement. « Ça, mon amour, c'est quelque chose que toi seul peux décider, » répondit Béatrice avec un sourire chaleureux. « Tes capacités ne définissent pas qui tu es. Ce qui compte, c'est comment tu choisis de les utiliser. » À ce moment-là, le docteur Dupont sortit dans le jardin, son visage montrant des signes de fatigue mais aussi de détermination. « Élodie, Béatrice, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle, « j'ai des nouvelles. » Élodie se redressa, sentant qu'elle allait entendre quelque chose d'important. « L'enquête est terminée, » poursuivit le docteur Dupont. « Alexandre et Jacques feront face à un procès pour leurs crimes. Mais il y a autre chose. » Élodie retint son souffle, attendant. « On m'a proposé de diriger un nouveau projet de recherche, » dit son père. « Un projet dédié à elle, étude des effets du traitement et à la recherche de moyens d'aider ceux qui, comme toi, Élodie, ont été affectés par lui. »« Et qu'as-tu répondu ?» demanda Élodie, un mélange d'émotions tourbillonnant en elle. Le docteur Dupont sourit. « Je leur ai dit que je ne le ferai qu'à une condition, que tu fasses partie de l'équipe, Élodie. » Élodie cligna des yeux, surprise. « Moi, mais papa, je ne suis pas scientifique. »« Non, mais tu es la seule qui comprend vraiment ce que c'est que de vivre avec ses capacités, » répondit son père. « Ta perspective serait inestimable. De plus, avec ta capacité d'apprentissage améliorée, je suis sûr que tu te mettrais rapidement à niveau en sciences. » Élodie resta silencieuse un moment, réfléchissant à l'offre. Une partie d'elle voulait fuir, éloignée de tout ce qui était lié à l'expérience qui avait changé sa vie. Mais une autre partie, une partie qui grandissait chaque jour, voulait utiliser ses capacités pour aider les autres. « Et qu'en est-il d'Alexandre ?» demanda finalement Élodie, posant la question qu'elle évitait depuis des mois. Le docteur Dupont soupira. « Il fera face à un procès, comme je l'ai dit, mais il a coopéré avec les autorités. Il a fourni des informations précieuses sur d'autres expériences et sujets de tests. » Élodie hocha lentement la tête. Malgré tout ce qui s'était passé, une partie d'elle se souciait encore d'Alexandre. « Crois-tu qu'il pourra un jour se racheter ?»« La rédemption est un long chemin difficile, Élodie, » répondit son père. « Mais je crois que c'est possible pour quiconque le désire vraiment. » Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le jardin d'une lumière dorée, Élodie prit une décision. « Je le ferai, » dit-elle, sa voix ferme. « Je travaillerai avec toi sur le projet, papa. Je veux aider les autres comme moi. Et peut-être, dans le processus, pourrais-je trouver mon propre chemin de rédemption. »
Béatrice serra sa fille dans ses bras, des larmes de fierté dans les yeux. « Nous sommes si fiers de toi, Élodie. » Le docteur Dupont sourit, posant une main sur l'épaule de sa fille. « Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Nous pouvons nous assurer que ce qui t'est arrivé, à toi et aux autres comme toi, ne se reproduise plus jamais. » À ce moment-là, Sophie sortit dans le jardin, son ordinateur portable sous le bras. « Réunion de famille sans moi ?» plaisanta-t-elle. Élodie rit, faisant signe à sa sœur de les rejoindre. « Jamais, petite sœur. En fait, nous parlions de l'avenir. Et je pense que nous aurons besoin de tes talents de hackeuse pour ce nouveau projet. » Sophie sourit largement. « Compte sur moi. » Alors que la famille Dupont se rassemblait dans le jardin, faisant des plans pour l'avenir, Élodie ressentit une sensation de paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des mois. Oui, sa vie avait changé irrémédiablement. Oui, elle ferait face à des défis qu'elle n'aurait jamais imaginés. Mais elle avait sa famille à ses côtés et la détermination d'utiliser ses capacités pour rendre le monde meilleur. Et peut-être, pensa Élodie en regardant le coucher de soleil, était ça la vraie rédemption. Non pas effacer le passé, mais utiliser les leçons apprises pour créer un avenir meilleur. Quelques semaines plus tard, Élodie se trouvait dans le nouveau laboratoire, examinant des données avec son père lorsqu'elle reçut une lettre. Était d'Alexandre, écrite depuis la prison où il attendait son procès. Les mains tremblantes, Élodie ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Chère Élodie, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit après tout ce qui s'est passé, mais j'espère que tu liras ces mots. Chaque jour qui passe, je réalise de plus en plus le mal que j'ai causé, les vies que j'ai affectées par mes actions égoïstes. Je veux que tu saches que je suis vraiment désolé. Je n'attends pas ton pardon, et je ne pense pas le mériter. Mais je veux que tu saches que je fais tout mon possible pour réparer mes erreurs. Je coopère pleinement avec les autorités et j'ai décidé de me soumettre volontairement à des traitements pour inverser les effets de l'expérience sur moi-même. J'ai entendu parler du nouveau projet que ton père et toi dirigez. Je veux que tu saches que je le soutiens entièrement. Si jamais vous avez besoin d'informations ou d'aide, n'hésitez pas à me contacter. C'est le moins que je puisse faire. Élodie, malgré la façon dont tout a commencé, je veux que tu saches que mes sentiments pour toi étaient réels. Ils le sont toujours. Tu as été la lumière qui m'a montré qu'il y avait une autre voie, même s'il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Je te souhaite tout le meilleur dans ta nouvelle voie. J'espère qu'un jour, quand tu regarderas en arrière, tu pourras te souvenir qu'il y avait quelque chose de bon entre nous, même si ce fut bref. Avec tout mon repentir et mon amour, Alexandre. Élodie termina de lire la lettre, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Son père, remarquant son émotion, s'approcha et l'étreignit en silence. « Ça va ?» demanda-t-il après un moment. Élodie hocha lentement la tête. « Oui, je crois. C'est juste que tout cela me fait réaliser à quel point nous avons traversé et combien il reste encore à faire. » Le docteur Dupont sourit doucement. « C'est ainsi qu'est la vie, Élodie, pleine de défis, d'erreurs, mais aussi de secondes chances et de nouveaux départs. » Élodie regarda autour d'elle, le laboratoire plein de promesses d'un avenir meilleur. Elle pensa à sa famille, à Alexandre, à tous ceux qui avaient été affectés par l'expérience, et elle sut, avec une certitude qui venait du fond de son cœur, qu'elle était exactement là où elle devait être. « Tu as raison, papa, » dit-elle, rangeant la lettre d'Alexandre, « et je suis prête à affronter ce qui viendra. » Tandis que père et fille retournaient au travail, Élodie ressentit un sentiment renouvelé de but. Son histoire n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Et cette fois, ce serait une histoire d'espoir, de rédemption et d'amour véritable. Pas seulement pour une personne, mais pour toute l'humanité.